Suite à la décision de l'autorité de contrôle des marchés financiers des États-Unis, le Bitcoin bat son record historique après celui de novembre 2021. Le Bitcoin peut-il dépasser rapidement les 100 000 $? Est-il véritablement une monnaie ou plutôt un outil de pure spéculation? Nous en parlons avec Gérard-Marie Henry, professeur d'économie. Gérard, depuis quelques jours, dans la presse économique et pas seulement d'ailleurs, le Bitcoin fait la une, explose en termes de cours, hein, on bat des records. Je voudrais, dans cette émission, qu'on revienne justement sur cet engouement sur le Bitcoin. Déjà, par redéfinir ce qu'est un Bitcoin. On a déjà eu des émissions sur le sujet, mais déjà, de me redire dans un premier temps ce qu'est le Bitcoin. Donc c'est une monnaie cryptographique qui a été inventée en 2009, donc ça fait déjà certaines périodes. Il y en a, donc elle est émise chaque fois qu'une transaction sur Internet est vérifiée. Donc on a des mineurs, des gens qui ont des gros ordinateurs, qui font un gros calcul pour être le premier à vérifier que la transaction entre tel numéro et tel numéro a été bien faite, que les bitcoins sont passés d'un compte à l'autre, et ils reçoivent en récompense des bitcoins qui s'ajoutent aux bitcoins existants. On est déjà à peu près à 19 500 000 bitcoins existants, et au total, il n'y en aura que 21 millions. Et donc proche d'ailleurs de l'arrivée. Mais à chaque fois, à peu près tous les 3 ans, on réduit de moitié les primes qui sont données aux mineurs. On en reparlera tout à l'heure. Là, on est à 900 par jour, donc il y a 900 bitcoins supplémentaires qui arrivent tous les jours. Lorsqu'il y a eu validation des transactions, ça va être 450 à partir du mois d'avril. Donc voilà le mécanisme, hein, donc une monnaie qui n'a pas de support bancaire, qui n'a pas de support gouvernemental, qui a été inventée par des gens qui aimaient bien la décentralisation. On ne s'occupe plus de l'État, on ne s'occupe plus des banques, on se débrouille tout seul pour faire une monnaie. C'est un peu l'idée qui m'a intéressé au départ, donc une idée très libertarienne. En fait, il y a plein de mécanismes qui montrent que c'est pas aussi terrible que ça. Alors justement, c'est ma deuxième question. Est-ce que finalement le Bitcoin est vraiment une monnaie ou purement un outil de spéculation? Alors moi je vais répondre, c'est un outil de spéculation, ça ne sert pas comme monnaie pour acheter. Oui, personne ne paye en Bitcoin aujourd'hui. Personne vous ne pouvez pas acheter une maison avec des Bitcoins, oui, vous ne pouvez pas acheter des actions. Quand même du net. Et alors, il y a le Darknet, effectivement, qui s'en sert beaucoup, c'est-à-dire toutes les choses qui sont interdites, eh bien, vous allez pouvoir les acheter en donnant à celui qui la vend des bitcoins, puisque c'est anonyme et il ne montrera pas qu'il a eu, grâce à des activités qui sont jugées anormales, il a eu une récompense. Donc là, il y a vraiment un darknet qui est très important, qui sert à faire du blanchiment d'argent, etc., etc. Et ça, c'est la face cachée du bitcoin, qu'on ne rappelle pas trop souvent, en disant « bah non, c'est bien, ça monte ». Donc pas trop quand même une monnaie, sauf une monnaie de Darknet, mais pas vraiment, on ne va pas payer chez le commerçant. Non, parce que c'est trop Paris, compliqué. À un moment, ils avaient ouvert une rue, on pouvait payer en Bitcoin, mais finalement personne ne paye. De toute façon, vu le prix du Bitcoin aujourd'hui, qui est à peu près à 65 000 $ l'unité, vous comprenez bien que vous allez payer par des fractions de Bitcoin, hein, vous allez acheter un petit café à 5 €. Comment pouvez-vous payer en Bitcoin? Il faut payer en millièmes de Bitcoin, etc. Donc tout ça, c'est absolument dérisoire. Donc c'est une monnaie spéculative. Alors justement, donc le Bitcoin a touché son plus haut, là, il y a quelques jours, à 69 192 $ le Bitcoin. Il est redescendu aujourd'hui, il est autour de 66 000, donc il varie d'ailleurs de manière assez importante, hein, de jour sur l'autre. On est à plus de 1000, moins 3000, etc. Certains voient le Bitcoin dépasser les 100 000 $ cette année, certains le voient même en 2025 à 150 000 $. D'autres, inversement, disent que ça va redescendre à 40 000, voire moins. C'est quoi votre position? Alors certains disent, il y a un article de la BCE qui est sorti au mois de février, justement, compte tenu de cette effervescence sur le Bitcoin. Donc un article fait par des économistes de la BCE qui reprennent un travail qu'ils avaient fait déjà il y a 3 ans et qui disent que le Bitcoin, eh bien, c'est absolument spéculatif, c'est une bulle et que cette bulle, elle peut éclater et que le prix pourrait redescendre. J'ai été dit par Greenspan au départ, tout à fait. Mais sauf qu'à cette époque-là, on était dans quelques milliers de dollars le Bitcoin et là, aujourd'hui, on est à plus de 60 000. Oui, mais ça n'empêche pas que les descentes peuvent être vertigineuses. Hein. On se souvient de la bulle des tulipes en Hollande vers 1636, donc vous voyez que l'histoire est quand même assez ancienne. Hein. Il n'y avait pas d'Internet, etc. Mais on a eu une spéculation sur les bulbes de tulipes qui venaient d'arriver en Europe. Hein. C'est les Turcs qui nous avaient filé. Et le prix du bulbe est monté de façon extraordinaire. Et puis, 2-3 années plus tard, ça s'est effondré. Et on a revendu des tulipes au prix absolument normal. On pourrait imaginer que le Bitcoin ait une même trajectoire. Il a déjà eu des chutes absolument vertigineuses, puisque
on avait, il y a 3 ans, il était à oui, 68 62 000. Oui, 68 000. Et il est redescendu à peu près de moitié. Puis là, il vient de remonter. On peut imaginer un scénario dans lequel ces variations extrêmement impressionnantes se poursuivent. Justement, il a remonté pratiquement de 20 000 $ en quelques semaines. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ça prend 20 000 $, justement? Donc on a du mal à comprendre. Alors, il y a, au premier facteur, le Darknet qui est là et qui travaille de plus en plus. Vous vous souvenez peut-être que le gouvernement chinois a interdit chez lui l'usage du Bitcoin, le minage de Bitcoin, mais qu'il l'autorise à Hong Kong. Et donc on a déjà une demande assez... C'est en plus la place financière de Voilà, la une Chine. demande assez importante. Deuxième facteur, le fait qu'on sait que la Réserve fédérale américaine va baisser ses taux d'intérêt, ce qui va rendre les activités en termes de spéculation sur le Bitcoin plus intéressantes. Et puis le troisième facteur que vous avez évoqué, c'est la décision de la commission américaine de titres, donc d'accepter qu'il y ait 11 fonds négociés en bourse qui aient le droit de travailler sur le Bitcoin, des ETF Bitcoin Spot. C'est quoi un ETF? Alors, parce que c'est vrai qu'on voit partout, c'est les ETF autorisés par la SEC américaine. Alors l'ETF et la SEC, donc la SEC, on a dit voilà, c'est l'autorité de contrôle l'autorité de contrôle des marchés financiers. Et l'ETF, c'est quoi? Alors ETF, c'est un fonds négocié en bourse, c'est-à-dire c'est une action que vous pouvez acheter et qui suit le cours d'un indice, d'un prix, de l'or, du dollar, du Bitcoin. Donc quand vous achetez une part d'un ETF Bitcoin Spot, vous avez quelque chose dont le prix va varier exactement comme le prix du Bitcoin. Alors l'organisme qui est émetteur de ça, lui, est amené à acheter des Bitcoins pour couvrir sa position. Et normalement, il suit à peu près, alors il y a quand même des erreurs de suivi assez importantes, mais normalement, on peut penser qu'en achetant un ETF Bitcoin, je profite des variations du Bitcoin sans avoir le risque de la détention de ce Bitcoin. Parce que souvent, on explique que quelqu'un qui veut détenir des Bitcoins à titre personnel, il faut qu'il ait un portefeuille électronique, que ce portefeuille peut être piraté, et donc il a intérêt à laisser ça sur une bourse d'échange qui lui garantit que son Bitcoin sera disponible, mais qui elle-même peut aussi se faire pirater. Tandis que quand il a un ETF Bitcoin, il n'y a plus ce type de risque. C'est pour ça qu'il y a eu un engouement depuis le mois de janvier, donc sur ces types de produits qui permet d'avoir des Bitcoins sans avoir les risques de garde, les risques associés au piratage. On va en parler après, mais est-ce que justement, finalement, ça entraîne de la rareté sur le marché? C'est-à-dire que si d'un seul coup les ETF se mettent à acheter plein de Bitcoin, donc il y en a du coup moins à acheter. Oui. On le sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure au mois d'avril, donc il va y avoir encore moins de Bitcoin à vendre, donc créés chaque jour. Donc on a une rareté artificielle. Que, justement, on sait très bien que la rareté sur un marché, je ne vais pas vous la prendre à vous, donc fait monter les prix. Une rareté artificielle, mais encore une fois, cette rareté, elle peut d'un seul coup s'inverser. C'est-à-dire qu'un certain nombre de détenteurs de Bitcoin, surtout les baleines, ceux qui en ont déjà quelques milliers, peuvent se dire « je prends mes bénéfices ». Je l'ai acheté à 30 000, il est maintenant à 70 000, je prends mes bénéfices. Et d'un seul coup, on a l'effet inverse, c'est-à-dire que cette rareté relative disparaît et les prix s'effondrent. Alors, les prix s'effondrent, mais est-ce que justement après, ils ne rebondissent pas pour remonter un nouveau cap Dans l'article que j'ai trouvé intéressant de ces économistes de la BCE, ils parlent de l'histoire du chat mort. Le chat mort, le dead cat, en termes financiers, c'est quand on est monté très très haut et que ça redescend brutalement, ça va rebondir. Comme si on balançait un chat par la fenêtre, il est mort. Normalement, le chat vivant, il rebondit quand il arrive sur Terre, mais même ce chat mort, tellement il est lancé de haut, il remonte. Et donc, on a ce phénomène pour le Bitcoin. Quand c'est monté très haut et que ça redescend, ça va repartir un petit peu à la hausse. Il y aura des gens qui à nouveau l'auront acheté quand il sera bas en se disant je vais profiter de la prochaine hausse et donc ça remonte. Mais c'est totalement artificiel. Alors c'est artificiel, mais il y a donc il n'y a pas de juste valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas de juste valeur. Quand vous avez dit tout à l'heure, il va atteindre 150 000 $, on pourrait dire 500 000, on pourrait dire 1 million, peu importe. Zéro, c'est pareil. Toutes les valeurs que le Bitcoin prend sont à la différence des autres actifs. Le cours d'une action, ça dépend des fondamentaux de l'entreprise. Le cours de l'or, ça dépend de l'extraction et de l'utilisation de l'or. Le cours des œuvres d'art, ça dépend de l'intérêt qu'on a pour l'artiste, etc. Toutes les formes d'investissement habituelles, que ce soit en vin, que ce soit en matières premières, etc., ont une liaison avec quelque chose qu'on peut utiliser ou quelque chose que l'on peut montrer, etc. Le Bitcoin, il n'y a rien de tout ça. Donc il n'y a pas de dividendes qui sont versés, il n'y a pas de revenus comme de l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui est complètement fantaisiste, on va dire. Alors c'est bien. Voilà, alors
on est d'accord dans le même temps. Donc, on voit le Bitcoin est un outil spéculatif, des prix qui grimpent des fois et puis qui redescendent. Et en même temps, donc, les autres titres de la presse parlent quand même beaucoup de margoulins sur le marché. Donc, il y a beaucoup de scandales quand même autour de cette monnaie, entre guillemets, une fois de plus. Donc, est-ce que quelqu'un qui veut acheter un Bitcoin aujourd'hui, il fait quoi? Il vaut mieux qu'il achète un Bitcoin en direct, il va auprès de sa banque, Non, il va sur Coinbase, il va sur Binance. Donc, ce sont des places de marché sur lesquelles vous pouvez acheter et déposer les bitcoins que vous achetez. Vous allez payer, vous n'avez pas intérêt à payer avec votre carte de crédit, vous avez intérêt à payer en espèces, en euros ou en dollars. Et puis, comment on fait pour payer en espèces alors? Donc, vous aller dans une agence Oui, vous avez des machines, des ATM Bitcoin qui existent, il y en a même en France. Mais dans des pays comme les États-Unis, il y en a beaucoup. Donc vous allez dans votre ATM, vous mettez vos billets. Un distributeur de billets. Voilà, un distributeur de billets, et vous mettez vos billets, et on crédite soit sur le compte que vous avez sur cet organisme d'échange, soit sur le portefeuille électronique que vous avez acheté et qui va garder votre Bitcoin, votre partie de Bitcoin, hein, puisque à 60 000 unités, vous n'allez peut-être pas acheter 2 ou 3, vous allez peut-être acheter une moitié, un quart, un dixième. Et donc, il va garder ça en faisant attention à ne pas perdre le code, etc., puisqu'on estime que sur les 19 millions de bitcoins qui ont été émis, il y en a à peu près 4 millions de perdus, qui sont toujours là, mais qui ne sont plus accessibles, donc parce que le gars a perdu son mot de passe. Vous vous souvenez, on avait dû raconter dans une émission un Américain qui avait laissé son disque dur, qui était tombé dans le grand truc des poubelles, etc., et demandait à la ville d'aller extraire les centaines de tonnes, de milliers de tonnes, pour retrouver son truc qui contenait peut-être à l'époque une centaine de bitcoins. Une centaine de bitcoins, il y a 60 000, ça fait déjà une belle somme. C'est clair. Donc on a quelque chose qui est possible d'achat, et après, une fois que vous avez ce bitcoin en votre possession, vous allez profiter des éventuelles hausses de ce bitcoin. Mais les ETF Bitcoin sont beaucoup plus intéressants puisque vous n'aurez pas à faire la garde, vous n'aurez pas à surveiller vos trucs électroniques, etc. Ne pas oublier votre mot de passe. Plutôt sur les ETF que sur les Bitcoins. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme engouement depuis le mois de janvier. Alors, en conclusion, je connais plus ou moins la réponse, à mon avis. Donc, est-ce qu'il est intéressant d'aller sur quelqu'un qui veut diversifier, évidemment, ses avoirs? Est-ce qu'il est intéressant d'aller sur le marché du Bitcoin en espérant donc cette fameuse hausse que certains voient dépasser les 100 000 $? Ou est-ce que vraiment, vous pensez que ça va s'effondrer? Les commentaires positifs disent qu'il faut avoir à peu près 3 à 4% de vos actifs en crypto-monnaie, pas forcément en Bitcoin, mais c'est à peu près ce qu'on recommande aux gens. Vous ne prenez pas trop de risques, c'est une petite partie de vos avoirs, mais peut-être que vous allez bénéficier des variations de cours. Encore une fois, avec beaucoup de points d'interrogation, il faut se rappeler que le directeur de cet organisme américain de surveillance des marchés a dit l'autorisation qu'on fait des ETF Bitcoin, c'est pas une acceptation du Bitcoin. Pensez qu'il y a toujours derrière des risques extraordinaires, etc. Donc méfiez-vous et n'allez pas trop sur ce produit. Mais comme le raconte la BCE, enfin les économistes de la BCE, ce sont les gens qui ne sont pas très bien informés qui vont être, encore une fois, pris dans cette spéculation. Ils achètent au mauvais moment, ils revendent quand il ne faut pas, ils perdent leurs petits avoirs et ça fait une partie importante de cette activité Bitcoin.